Bienvenue dans C'est Cash, notre émission dédiée à l'actualité économique. Et dans ce numéro, on va s'intéresser à la dégringolade du yen, la monnaie japonaise qui évoluait à ses plus bas niveaux en 20 ans face au dollar. Concrètement, un dollar vous permettra d'acheter un peu plus ou un peu moins de 136 yens, un effondrement qui accélère bien évidemment la hausse des prix et qui s'explique entre autres par le décalage entre la politique monétaire de la Banque du Japon et le resserrement monétaire de la Fed, la Banque centrale des États-Unis. On va en parler avec vous, Olivier, bien sûr, et vous allez nous montrer la Lune. Eh bien oui, je vais vous montrer la Lune. En fait, ce qui m'étonnait un petit peu, c'est que ces derniers temps, on parlait beaucoup sur les marchés des crypto-monnaies. On s'affolait parce que tout d'un coup, il y avait une perte de capitalisation des cryptos qui était soi-disant importante, mais enfin bon, qui restait quand même dans des proportions qui ne concernait que les gens qui étaient investis sur les cryptos, donc c'était pas quand même quelque chose d'important. Et là, pendant ce temps-là, sans bruit, vous aviez la troisième économie du monde, le Japon, qui était en train de s'écrouler gentiment et que personne n'allait regarder de ce côté-là, c'est ce qui était quand même assez amusant. Et alors que ça a pour moi des répercussions un petit peu plus importantes que de savoir si le Shiba ou le Dogecoin ont perdu 70% ou 80% de leur valeur, ce dont personnellement je me fiche comme de l'an 40, mais en plus qui ne me paraît pas intéressant à l'échelle du monde. Et donc voilà. Et on va en parler justement, vous allez pouvoir en débattre tout au long de cette émission, Olivier, avec notre invité, il est économiste, Philippe Meurer, bienvenue. Merci, bonjour. Alors, est-ce que c'est une sacrée dégringolade ? Oui, alors là, je vais prendre la position opposée à Olivier. Je vais faire le contradicteur. On est là pour ça. Généralement, on est d'accord, mais là-dessus... Alors, le Japon, est-ce qu'il y a un problème majeur ? C'est vrai que le yen est à 135, il faut 135 yens pour $1. C'est un niveau très bas. On n'a pas vu ça depuis 1998, je crois. Sachant que le point bas de 98, c'était 147 yens autour pour $1. Donc, bientôt. Sur vos écrans. Ça, je pense qu'on verra ça bientôt sur vos écrans. Après, je pense qu'on ne verra pas plus bas que cela. Voilà, c'est là où j'ai une différence avec Olivier. Alors on a une différence parce qu'en fait, Philippe a regardé son graphique, sauf qu'il ne l'a pas mis sur assez long terme. Parce que juste derrière, donc il parle du sommet de 147, mais juste derrière, vous avez un sommet qui est autrement plus important, qui est de 350. Donc... mais ça, c'était les années 80, avec le yen qui était sous-évalué, qui avait permis une croissance faible du Japon. À 147, c'était année 98. 98, voilà, tout à fait. Et les années 80, c'est vrai qu'on avait un yen très faible, d'ailleurs, qui permettait au Japon de croître aux dépens des États-Unis. Et c'est là où les États-Unis ont dit non, mais ça suffit. Et ils ont fait monter le yen. Et selon vous, on ne l'atteindra pas, ce taux de 350 ? Non, parce que moi, je trouve que l'économie japonaise est relativement saine. Et au moins aussi saine que l'économie américaine et européenne. Ils ont une croissance, c'est vrai, un peu plus faible, mais parce qu'ils ont un problème démographique qui est là. Ils ont moins d'inflation. Parce que c'est vrai ils ont frisé la déflation pendant des années et des années, depuis 25-30 ans. C'est leur problématique. Ils ont 2% d'inflation quand il y a 8% d'inflation aux États-Unis et en Europe. Donc effectivement, ça fait qu'ils ont des taux toujours à zéro. Il faut savoir qu'au Japon, en fait, la Banque centrale, elle dirige toute la courbe de taux. C'est-à-dire que même les taux à 10 ans, elle a dit qu'ils ne doivent pas augmenter au-dessus de 0,25%. Tout ce qui est au-dessus de 0,25% pour des taux à 10 ans, j'achète. Voilà. Et ils ont continué leur politique, donc qui crée de la monnaie, qui fait en sorte qu'ils figent tous les taux d'intérêt, et c'est vrai que 0,25%, c'est rien du tout. Et voilà. Mais cependant, ce n'est pas la catastrophe au Japon. Il n'y a pas plus de problèmes de croissance qu'en Europe et aux États-Unis. Et surtout, pour moi, ce qui est important au Japon, c'est qu'ils préservent quand même leur outil industriel. Ils essayent de préserver leur production industrielle, même si le MITI et la planification industrielle sont beaucoup plus faibles. Il y a une planification qui continue. Enfin, il y a le MITI qui continue. Ils essayent à tout prix à garder leur production, ce qui est le clé pour avoir une économie forte. Voilà pourquoi je ne vois pas le yen passer et crever tous les écrans en dessous de 150 jusqu'à 200, 300 yens pour $1.
Moi, je pense que ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans qu'ils font des quantitative easing. Ça fait un peu plus de 20 ans qu'ils font tourner la planche à billets. Ça fait un peu plus de 20 ans qu'ils ont 7 à 10% de déficit budgétaire par an. Ils ont un problème gigantesque de démographie. Là, pour le coup, ils sont très en avance sur tout le monde. Hein. C'est les premiers qui ont eu ça. Maintenant, l'Allemagne est en train de suivre, mais le modèle japonais, si vous voulez, on l'a depuis 30 ans. Hein. Donc, depuis 30 ans, ils accumulent, pour moi, les erreurs, c'est-à-dire que leur politique de quantitative easing est complètement idiote. Leur politique de dire, on s'en fout, on a 7-10% de déficit budgétaire par an, et donc on a une dette qui va augmenter mécaniquement. Alors, on était à 240 il y a 2 ans, maintenant on est probablement 260, plutôt... je crois. ouais, même peut-être encore un petit peu supérieur. On va atteindre les 300. Donc c'est la politique économique en général du Japon qui n'est pas bonne. Oui, et on a toujours la même chose, c'est-à-dire vous avez une croissance qui est quasi nulle quand vous regardez. Alors évidemment, le PIB par tête de pipe continue d'augmenter puisqu'ils ont une diminution de la population tous les ans. Donc même avec un PIB flat, ce qu'ils ont, hein, d'ailleurs, vous remarquez, ils ont un PIB qui est flat en volume. Et puis, vous avez, évidemment, comme il y a une chute de la population, vous perdez 300 000, 400 000 personnes par an, et ça va s'accélérer. Il faut savoir qu'entre 2040 et 2050, ils vont passer en dessous de 90 millions. Ils en sont à 125. Donc, ça va poser un problème. Vous allez vous retrouver avec des millions de logements vides. Ça va peser sur le marché immobilier. Vous allez vous retrouver avec des vieux, mais par millions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que la retraite, c'est 80 ans. Hein. Ils en sont pas à 65. Ils ne sont pas en train de se poser la question de savoir s'il faut aller à 64 ou à 65 ou à 63. C'est 80. Enfin, on est dans un pays qui se meurt petit à petit. Alors... oui, ils ont encore de l'industrie. Oui, ils ont encore, je dirais, un espèce de semblant de croissance, mais qui est apporté simplement par le déficit budgétaire japonais. C'est-à-dire que le Japon finance des soi-disant investissements et que ça donne un semblant de croissance. Mais c'est ce qu'on a essayé de faire, d'ailleurs. C'est vraiment ce qu'on a essayé de faire depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'on finance une espèce de fausse croissance à coup de dette. Oui, mais d'accord, mais on va jusqu'où ? Et là, on le voit très bien avec les discours de M. Kuroda, qui à chaque fois dit, on va peut-être essayer de se sortir de ce truc-là, on va peut-être essayer de laisser les taux remonter, on va peut-être... Et puis qui, 2 jours après, revient en courant à la télévision en disant « attendez, là, non ». Parce que depuis que j'ai dit ça, on s'est pris 0,5 de taux et sur une dette qui fait 300%, ça commence à piquer un peu. Et donc, on voit très bien qu'ils ont perdu la main. Il l'a dit d'ailleurs, il a fait une déclaration il y a quelques jours en disant « je ne sais plus quoi faire ». C'est gravissime quand même quand on a un banquier central qui dit « ouais, mais là… Ils sont allés plus loin d'ailleurs que les Européens. Oui. Et les Occidentaux et les Américains, ils ont acheté des actions. La Banque centrale japonaise est le plus grand actionnaire du pays. Ils ont acheté, en fait, en émettant de la monnaie, 6% de la capitalisation boursière du Japon. Donc c'est quand même... Et d'ailleurs, c'est peut-être le futur mouvement que fera l'Occident devant les problèmes financiers insondables face à laquelle il est, c'est d'acheter des actions. Ce qui pose un problème, ça c'est une stupidité sans nom, parce que déjà, la création de monnaie pour acheter de la dette publique, c'est moyen. Mais alors, de la dette privée, n'en parlons pas, parce qu'il faut quand même voir qu'en France, on a tellement acheté de dette privée, en France et dans l'Europe en général, qu'en fait, M. Arnault pouvait se refinancer à taux négatif. Donc on lui donnait de l'argent. Quand il en empruntait, on lui rendait de l'argent, des taux d'intérêt négatifs. Il avait moins à payer chaque année. Donc, mais le problème qu'il y a, c'est l'inégalité que ça représente, puisque ceux qui détiennent les actions, ce sont les personnes les plus riches du pays. En France, par exemple, c'est 38 000 foyers qui détiennent 2/3 en fait, du capital des entreprises. Et évidemment, c'est favoriser
éhontément 38 000 personnes par rapport à 65 millions d'habitants. Donc ça, c'est un problème. Effectivement, le Japon, il a un problème pour croître pour deux raisons. Il y a la mondialisation économique, ils sont très près de la Chine, donc avec un aspect où la production a tendance à aller en Chine, ça empêche d'augmenter les salaires au Japon, évidemment. Et puis l'aspect démographique où ils perdent 500 000 personnes en âge de travailler par an, donc 1% de leur population active. Mais ils arrivent quand même à croître, et c'est ça qui est important. Et j'avais regardé des graphiques, ils arrivent à avoir un PIB par habitant qui croît plus vite que l'Europe et à peu près aussi vite que les États-Unis. Alors, Monsieur Kuroda, on en parlait tout à l'heure, c'est le gouverneur de la Banque du Japon qui refuse jusque-là d'augmenter les taux directeurs. On en parlait tout à l'heure, la BCE va le faire, la Fed l'a fait il y a bien longtemps. Est-ce qu'au Japon aussi, dans quelques temps, Monsieur Kuroda pourra se dire « Ok, il faut augmenter les taux directeurs ». Non, parce qu'il ne peut pas. Donc... Pourquoi il ne peut pas ? Il ne peut pas parce qu'il sait très bien que s'il fait ce geste-là, c'est-à-dire s'il dit j'essaie de normaliser, il l'a fait plusieurs fois d'ailleurs. C'est assez récent. Hein. Plusieurs fois, il a essayé. Plusieurs fois, il est venu en disant on va essayer d'un peu moins acheter de la dette. On va essayer d'un peu moins acheter de la dette et on va essayer de remonter nos taux. Mais tout de suite, les marchés ont plongé. Et comme tu le disais, ils ont des actions. Donc, ça ne les intéresse pas du tout que le marché plonge. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tout de suite, il y a eu une remontée des taux longs. Et que là, dès que ça s'est mis à repasser en positif, il est revenu en disant « Oui, non, mais là, on ne peut pas se le permettre, les enfants, parce qu'on a 300% de dette et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des taux qui vont à 1, à 2. » Parce que quand tu as un taux d'intérêt qui passe à 1, ça veut dire que quand tu refinances ta dette, les 300%, ça fait 3% d'intérêt à payer par an. Et 3% quand tu n'as pas de croissance... Parce qu'ils n'en ont pas. Ils ont de la croissance du PIB simplement du fait des morts. C'est tout, de la disparition de la population. Mais, PIB par habitant, oui. Mais le PIB par habitant, mais le PIB au nominal, il est flat depuis des années. Oui, il monte un petit peu, mais alors, faiblement. Pour qu'on comprenne bien, si la BCE a augmenté ses taux directeurs, en tout cas, c'est qu'elle nous dit c'est pour contrer l'inflation galopante. Oui. Si au Japon, M. Kuroda a décidé d'augmenter les taux directeurs, c'est pour s'aligner sur la Fed. Oui, mais il va avoir de l'inflation au bout d'un moment. C'est que l'inflation a déjà monté à 2,1%. Ouais, en avril, 2,1, 8%. Mais on n'avait pas vu ça depuis très très longtemps au Japon. C'était plutôt collé à zéro. Leur problème, c'est collé à zéro. Et probablement que ça va monter à 3-4%. À mon avis, quand ça sera à 3-4%, moi je serai à la place de M. Kuroda, je dirais, voilà, en fait, on va mettre le taux d'intérêt à 10 ans, on achètera tout ce qui sera au-dessus de 0,5%. Donc on permet de monter de 0,25, 0,50, et on continue le pilotage comme ça. Et ils peuvent s'en sortir. Moi, je pense qu'ils peuvent s'en sortir comme ça. Je ne vois pas ce qui les empêcherait parce que il faut pas... Alors, ça devient très compliqué de savoir quel va être le chemin que va prendre la dégringolade, mais en tout cas... Il faut voir quand même que si les taux sont à 0,50 alors que l'inflation est à 4%, je veux dire, ça fait baisser la dette publique naturellement. Donc, parce que la dette publique sur le PIB... Mais il y a du boulot quand tu pars de 300%, tu vois. Mais alors, pour moi, ils ne sont pas 300%, parce que déjà, il y a toute une partie de la dette publique, la moitié pratiquement qui est possédée par la Banque du Japon, la moitié de la dette publique. Donc, tous ces intérêts sont reversés à la Banque du Japon, qui finalement les rend à l'État derrière. Donc il y a la moitié de la dette publique qui n'existe pas. Donc pour moi, la dette publique du Japon est de 130% du PIB. C'est ça que je retiendrai. Et d'ailleurs, ça montre comment on peut sortir de la dette publique. C'est en la rachetant par la Banque centrale et en annulant une partie. C'est possible. Mais à ce moment-là, tu émets de l'argent. Olivier. Et à ce moment-là, ton yen se casse la figure. Tu peux pas aujourd'hui, parce que sinon, faisons-le tout de suite. Moi, je vais te faire de la croissance. La BCE rachète 100% de la dette de tous les pays et l'annule. Terminé. Ouais. Sauf que ça ne se passera pas comme ça parce que c'est absolument impossible. Parce que si tu fais ça, tu as ton euro qui s'écroule. Donc voilà, terminé. Parce qu'il va bien falloir l'acheter. Or, c'est une dette, l'achat de la dette. Oui, sauf que la Chine fait la même chose. En fait, la Chine... Moi, j'entends des gens qui disent que la Chine a une économie très saine. Mais la Chine a 300% de dette sur PIB globalement. Donc à peu près autant que les États-Unis quand on prend dette publique et dette privée. Donc elle a exactement les mêmes problèmes. Elle fait un peu comme le Japon. Elle fait des déficits publics et elle émet beaucoup de monnaie
pour faire énormément d'investissements publics. En fait, ils ont bétonné le pays, ils ont mis des TGV partout avec des moyens colossaux. Comme les Japonais. Comme les Japonais. Les Japonais, là, ils bétonnent les côtes en ce moment pour éviter les tsunamis, quoi. D'ailleurs, ça pose des questions écologiques au Japon. Voilà, donc... Pour moi, ce qui est important, on peut annuler une partie de la dette, ça dépend si on a un projet productif et si on met en place des choses intéressantes en termes productifs. Voilà. Alors, en tout cas, on a un yen qui est faible aujourd'hui. Le ministre japonais des Finances, M. Suzuki, a déclaré, je le cite, il y a des côtés positifs et négatifs au yen, bon marché. Olivier, c'est bien d'avoir une monnaie faible, ça a ses avantages en tout cas. Je rappelle que le Japon est une île, que le Japon importe quand même beaucoup de choses et que ça finit par leur coûter cher, cette histoire, parce que leur énergie, elle ne vient pas de... vous savez que le Japon, c'est une île sur laquelle l'intérieur, il n'y a personne et puis il n'y a pas tellement de ressources, et puis ils sont tous massés à la périphérie sur les plages. Donc il y a un vrai souci. Ils sont obligés d'importer énormément de choses et le yen faible va leur poser un problème parce que ça va en effet, ça va leur déclencher une inflation importée importante. Moi, je pense qu'ils vont s'en sortir parce qu'ils exporteront beaucoup plus. Oui, quoi. ça a aussi des avantages pour comme un groupe comme Toyota. Bien sûr. C'est bien réalisé à l'étranger, ils les convertissent en yens. Évidemment, les voitures fabriquées au Japon seront moins chères, même si maintenant la fabrication est beaucoup plus délocalisée qu'avant. Mais ça va avoir un avantage important. Puis elle n'est pas si ouverte, l'économie japonaise, que ça par rapport à l'économie européenne et occidentale. Donc ils ne vont pas avoir tant d'inflation importée, à mon avis. Et je pense qu'ils s'en sortiront. Donc moi, je dis aux investisseurs, n'hésitez pas à acheter du yen à 147, alors que Olivier de la Marche le vendra. N'hésitez pas à en vendre. Voilà. C'est toi à 350 pour le coup. Et voilà, exactement. Voilà. Donc le yen, avoir une monnaie faible, en tout cas ça a ses avantages, mais également ses risques. Ah ben ça a ses avantages et ses risques. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir une monnaie qui soit bien pricée. C'est-à-dire que, et là aujourd'hui, on voit très bien que on va pas se réjouir, par exemple, d'un euro qui s'effondre. D'abord parce que nous, on n'exporte rien, donc on est en déficit commercial depuis longtemps, donc on n'a pas à se réjouir, on importe beaucoup plus que ce qu'on exporte, et franchement, je pense pas que le fait qu'une monnaie s'effondre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un problème sur le pays. Sur la gestion du pays. Sinon, généralement, les pays qui vont bien, il se trouve qu'ils ont une monnaie qui va bien aussi. Moi, je vois l'inverse. Une monnaie trop faible, c'est un gros avantage pour un pays. C'est ce que faisait le Japon d'ailleurs avant. Et ça permet de dégager des excédents commerciaux, dont ce qui l'empêche de s'effondrer. Pour moi, c'est très bien pour le pays, par contre, c'est mauvais pour les autres. D'ailleurs, nous sommes complètement couillons d'avoir accepté que la Chine est une monnaie trop faible et fasse un gigantesque excédent commercial grâce à cela depuis des années. C'est comme ça que la Chine a bouffé, en fait, le monde, est devenue l'industrie du monde. Donc, une monnaie trop faible, c'est plutôt bien pour le pays, mais c'est un problème pour les autres qui doivent empêcher les pays d'avoir une monnaie trop faible. Il faut qu'il y ait un équilibre des monnaies pour que les monnaies soient au juste prix, c'est-à-dire qu'il n'y ait ni déficit ni excédent commercial. Et on va... Voilà. Merci messieurs, on est pressé par le temps, on va passer tout de suite aux questions des téléspectateurs. Et cette question nous vient d'Édouard de Brest. Est-ce que la chute du yen peut avoir une conséquence sur les grands groupes nippons et sur les prix de leurs produits? Olivier, Monsieur Murer, qui veut répondre à Édouard de Brest? Bah oui, ça aura des conséquences. Ça va permettre aux grands groupes japonais, en tout cas sur les produits qu'ils fabriquent au Japon, d'exporter plus facilement, d'être moins cher que les groupes étrangers, américains, chinois et européens. Et donc, ils vont y gagner. Et normalement, ça fera progresser leurs résultats nets aussi. Et donc, ça fera progresser, a priori, la valeur de leurs actions. Et puis, cette question qui nous vient de Jacques de Marseille. Après la dévaluation du yen, peut-on craindre un effet domino avec les autres grandes devises, Olivier ? Ce n'est pas un effet domino avec les autres grandes devises. Les autres grandes devises se cassent la figure aussi. C'est-à-dire l'euro, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais se casse la figure. On est quasiment